Une femme de 28 ans a mystérieusement disparu de chez elle, en laissant la lumière de sa chambre allumée. Cela faisait des mois qu'il la cherchait et, à un moment donné, l'histoire a commencé à ressembler à une série policière. La police n'ayant guère donné suite à l'affaire, les parents de la disparue se sont tournés vers une équipe indépendante d'anciens détectives, et c'est grâce à eux que l'effroyable vérité a été révélée. Kate Waring est née et a grandi à Charleston, en Caroline du Sud. Elle avait 2 frères et des parents aimants qui s'efforçaient de donner à leurs enfants ce qu'il y avait de mieux. Kate a manifesté son amour pour les animaux dès son plus jeune âge et a commencé à faire du bénévolat dans divers refuges dès son adolescence. Elle dansait également, avait beaucoup d'amis et était une personne très positive. Tout le monde avait l'impression que cette femme avait grandi dans un très bon environnement et c'était en partie le cas, mais un jour, tout a changé. Peu avant d'entrer à l'université, elle a avoué à ses parents qu'elle avait été abusée dans son enfance par un proche de sa famille. Apparemment, elle n'a pas révélé l'identité de cette personne, car cette information est introuvable. Pour les parents de Kate, cette révélation a été un véritable choc. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que leur fille avait vécu pendant des années. Après que la femme a livré ce terrible secret, son père et sa mère ont tenté par tous les moyens de l'aider, mais les conséquences d'un tel traumatisme n'ont fait qu'empirer au fil des ans. Kate a d'abord développé des problèmes avec l'alcool, puis avec des substances illicites. À un moment donné, ses parents lui ont suggéré de suivre un traitement, ce qu'elle a accepté. Ils l'ont également encouragée à retourner chez eux et à vivre avec sa famille, ce qui était censé l'aider à résoudre ses problèmes. À ce moment-là, Kate était adulte et vivait seule, mais elle a tout de même accepté de rentrer chez elle. Au début, la thérapie semblait avoir un effet positif, mais Kate n'arrivait toujours pas à se débarrasser du lourd poids du passé et à commencer à vivre pleinement sa vie. Le psychiatre qu'elle a consulté a diagnostiqué une dépression, mais à un moment donné, tout a changé. Son père, qui a toujours soutenu sa fille et fait de son mieux pour l'aider, lui propose de partir en voyage partout dans le monde, selon le choix de Kate. La jeune femme est enthousiasmée par l'idée et décide bientôt d'aller au-delà du cercle polaire. Son rêve était de voir des ours polaires. Malgré cette triste expérience, elle conserve un grand amour pour les animaux. Ils se sont mis à la recherche de circuits adaptés et ont rapidement acheté des billets. Ils devaient se rendre au cercle polaire en bateau et Kate était impatiente de faire ce voyage passionnant. À ce moment-là, ses parents ont vu son état dépressif céder la place à une attitude joyeuse et positive. Lorsqu'ils sont enfin partis en voyage, Kate était aux anges. Elle et son père ont passé un excellent moment. La femme a acquis beaucoup d'émotions positives. Sur le bateau qui les emmenait vers le cercle polaire, Kate a rencontré une autre touriste venue de Russie. Ils ont communiqué tout au long du voyage et ont continué à correspondre à la fin de celui-ci. Kate s'est prise d'affection pour lui et, quelque temps après son retour, elle a décidé de se rendre en Russie. Là, ils se sont revus et la femme a même envisagé de rester plus longtemps dans le pays, mais elle en a été empêchée par des problèmes liés au renouvellement de son visa et Kate a été contrainte de rentrer chez elle. Malgré cela, il semble que la femme ait finalement réussi à surmonter sa dépression. Elle a prévu de résoudre ses problèmes de visa et a même commencé à écrire un livre pour ses enfants. Sa vie semblait enfin s'améliorer, mais le samedi 12 juin 2009, tout a basculé. Ce jour-là, Kate était seule à la maison alors que sa famille était en voyage d'affaires. Elle appelait toujours son père pour lui dire qu'elle allait bien, mais pas cette fois. Son père a décidé de l'appeler lui-même, mais Kate n'a pas décroché. Après avoir attendu un moment, il a demandé à sa femme de rentrer à la maison et de prendre des nouvelles de sa fille. Compte tenu de ses problèmes passés avec l'alcool et les substances illicites, ses parents étaient toujours inquiets. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, sa mère n'a pas trouvé Kate, mais ce qui est étrange, c'est que la lumière de sa chambre était allumée. On aurait dit que la femme était sortie un moment et qu'elle reviendrait bientôt. La mère a attendu quelques heures, mais Kate n'était toujours pas là. Elle a également découvert que sa fille avait laissé à la maison des médicaments importants à prendre régulièrement. Malgré leur inquiétude, les parents ont décidé de ne pas paniquer et d'attendre que leur fille réapparaisse. Après tout, Kate avait déjà 28 ans à l'époque, et ses parents ont compris qu'elle pouvait vivre sa vie. Le père a décidé d'attendre jusqu'au lundi, après quoi il voulait appeler la police. Le lundi matin, le père a reçu un appel de la banque. Un employé lui a dit qu'un homme était entré dans leur bureau et avait essayé d'encaisser un chèque de plus de $4 000 signé par Kate Waring. Il n'a pas été possible de joindre la femme elle-même, et son père a agi en tant que fiduciaire sur son compte. L'ensemble de la situation semble extrêmement étrange. Le père savait pertinemment que sa fille n'avait que quelques centaines de dollars sur son compte, et c'est la raison pour laquelle le service de sécurité de la banque a décidé de le contacter. Cela dit, la signature de la femme elle-même semblait authentique.
Ils ont également donné le nom de l'homme qui avait apporté ce chèque. Il s'appelait Ethan Mack. Le père ne le connaissait pas, mais à cause de ce que la banque a dit à propos de la signature de Kate, le vrai père a supposé que cet homme était bien une connaissance de sa fille. Malgré cela, il a décidé d'aller voir la police parce que Kate n'était toujours pas en contact avec lui. Les détectives ont commencé à enquêter sur la disparition de l'homme et la première chose qu'ils ont trouvée, c'est de poser des questions à Ethan. Il a déclaré qu'il connaissait Kate depuis des années et qu'elle lui avait fait ce chèque pour rembourser ses anciennes dettes. Selon Ethan, il lui donnait souvent de l'argent pour acheter des vêtements, des bijoux et d'autres articles. Après avoir parlé aux connaissances de Kate, la police a vérifié qu'elle était amie avec Ethan depuis longtemps. Selon eux, il n'y a jamais eu de relation amoureuse entre eux, mais ils ont toujours été proches. Ethan lui-même a déclaré que Kate et lui s'étaient rencontrés vendredi soir et étaient allés manger dans un restaurant. Ensuite, il l'a raccompagnée chez elle et est parti vaquer à ses propres occupations. Il a même montré aux inspecteurs une correspondance avec Kate confirmant ce qu'il avait dit à propos du dîner. Ethan a permis aux inspecteurs d'inspecter sa maison, où il vivait avec sa mère, et sa voiture. Ils n'ont rien trouvé de suspect, mais la situation avec le chèque semblait toujours étrange à la police, et ils n'étaient pas pressés de l'innocenter. Finalement, Ethan a appelé le poste de police et leur a demandé assez durement de le laisser tranquille. La police a tenté de reconstituer la chronologie de ce vendredi soir où Kate a été vue pour la dernière fois. Elle est allée voir son thérapeute dans l'après-midi, puis s'est rendue à la salle de sport. Ensuite, elle est allée au magasin et a acheté une bouteille de vin. Les caméras de surveillance l'ont enregistrée en train de parler à quelqu'un au téléphone à ce moment-là. D'après l'enquête, il est possible qu'elle ait parlé à Ethan, qui est ensuite venu la chercher et ils sont allés au restaurant. Les parents de la jeune femme ont rappelé un autre fait troublant. Le jour de sa disparition, Kate leur a dit qu'elle avait des problèmes. Elle a refusé de préciser de quoi il s'agissait, et ses parents ne s'en sont souvenus que quelques jours plus tard. Hélas, rien de tout cela n'a aidé les recherches. Les semaines passent et la femme reste injoignable. Ses parents pensaient que la police n'en faisait pas assez compte tenu du passé trouble de Kate. En août, cependant, une nouvelle chance a été donnée à l'affaire et un groupe d'anciens officiers de police, dirigé par un avocat nommé Andy Savage, s'est chargé de l'affaire. Ce groupe enquêtait sur des affaires non résolues à titre privé, et le cas de Kate Waring les intéressait. En tout, le groupe se compose de 5 hommes, chacun ayant une longue expérience dans le domaine de l'application de la loi. L'un d'entre eux, l'ancien inspecteur James Randolph, a d'abord examiné la chambre de Kate. Il a remarqué 2 choses suspectes. Tout d'abord, son attention a été attirée par un paquet de médicaments que la femme prenait régulièrement. Ses parents lui ont assuré qu'elle ne sauterait jamais un médicament de son propre chef, et le fait qu'elle ait laissé le paquet à la maison est vraiment alarmant. Deuxièmement, il a découvert de l'argent chinois sur le lit de Kate. C'est étrange, car les parents n'ont pas la moindre idée de l'endroit où la femme s'est procuré cet argent ou de la raison pour laquelle elle en avait besoin. Ensuite, un membre de l'équipe nommé Bobby Minté est intervenu. Il est spécialisé dans la collecte d'informations sur une personne sur Internet et dans la recherche de personnes. Ses compétences se sont avérées très utiles. En un rien de temps, il découvre que le jour de sa disparition, vers 22h, Kate a appelé son ami James, mais que celui-ci n'a pas décroché. La femme lui a alors laissé un message vocal très inquiétant. Elle y déclarait que quelqu'un avait volé ses cartes de crédit. Il a ensuite découvert que son téléphone avait été activé pour la dernière fois à 1h53 du matin et qu'elle avait appelé le numéro de sa boîte vocale pour une raison quelconque. Bobby découvre que l'appel a été passé depuis la région de James Island, à quelques kilomètres de la maison de Kate. Un autre membre de l'équipe, l'ancien inspecteur de la criminelle Eugène Frazé, a également découvert quelque chose d'intéressant. Il a parlé à plusieurs connaissances vivant à James Island et a découvert quelque chose d'étrange. Ethan Mack, qui s'était porté volontaire pour laisser la police inspecter sa maison et celle de sa mère, n'y habitait pas vraiment. Il louait un appartement dans un immeuble voisin. Eugène a eu beaucoup de chance d'apprendre ces détails. En effet, une de ses connaissances proches s'est avérée être le propriétaire de l'appartement qu'Ethan avait loué. En creusant un peu plus, l'équipe de détectives s'est rendue compte que la police n'avait pas mené d'enquête digne de ce nom sur Ethan. Elle s'est contentée de jeter un coup d'œil superficiel à la maison de sa mère et de s'en tenir là. L'équipe a décidé de se pencher elle-même sur la question. Ils ont découvert qu'Ethan avait une petite amie nommée Heather Camp. Lorsqu'ils ont demandé aux parents de Kate s'ils connaissaient cette femme, la mère de cette dernière s'est souvenue d'une histoire plutôt étrange. Kate avait rencontré Heather un mois avant sa disparition. Elles étaient dans le même train en provenance de Washington, D.C., où la femme avait des problèmes avec son visa pour la Russie. Après l'avoir rencontrée dans le train,
Heather lui a raconté qu'on lui avait volé son portefeuille et qu'elle n'avait plus rien pour vivre. Kate a accepté de l'aider et lui a prêté une certaine somme d'argent. Heather elle-même a déclaré qu'elle avait trouvé un emploi de chirurgien pédiatrique en Caroline du Sud et qu'elle devrait commencer dans les prochains jours. Quelques jours plus tard, Heather a déclaré que sa fille avait été tuée dans un accident de voiture dans le New Jersey et que son comportement semblait complètement illogique. Heather ne s'est pas rendue sur place et, d'après son comportement, il semble que la mort de sa fille ne l'ait pas beaucoup bouleversée. L'équipe de détectives a découvert un autre fait curieux. Un dossier d'escroquerie dans l'Indiana avait été déposé contre Heather. La raison en était qu'elle se faisait passer pour un médecin agréé, en falsifiant les documents nécessaires. L'équipe a ainsi rassemblé un ensemble impressionnant de données qui l'ont obligée à examiner l'affaire sous un angle différent. Elle a transmis toutes ces informations à la police, mais celle-ci n'a pas voulu poursuivre l'enquête. L'équipe a donc réalisé que sa seule chance de faire bouger les flics était de leur présenter des preuves sans équivoque impliquant Ethan et Heather dans la disparition de Kate. Pour atteindre cet objectif, l'équipe a pris des mesures extrêmes. Tout d'abord, Eugène Frazé a demandé à une de ses connaissances, locataire de l'appartement d'Ethan, d'installer une caméra cachée devant la porte de son appartement. De plus, ils ont installé un traceur GPS caché sur la voiture d'Ethan. Cela a permis à l'équipe de suivre ses déplacements et de voir ce qu'il faisait. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que cela porte ses fruits. Après avoir étudié l'itinéraire d'Ethan, les anciens détectives ont déterminé qu'il s'était rendu dans de nombreux monts-de-piété de la ville. Ils ont suivi ses traces et ont appris que dans chacun de ces monts-de-piété, l'homme vendait divers bijoux par petits lots. Hélas, ils n'ont pas pu déterminer si les bijoux appartenaient à Kate, mais les détectives ont senti qu'ils se rapprochaient d'une piste. Au bout d'un certain temps, ils se sont heurtés à un sérieux problème. Le propriétaire de l'appartement où logeaient Ethan et Heather les a informés qu'il allait les expulser pour défaut de paiement. L'équipe s'est rendue compte que si elle le faisait, elle perdrait la possibilité de surveiller leur comportement et leurs mouvements, et elle a donc fait tout son possible pour convaincre le propriétaire de ne pas le faire. Parallèlement, les détectives ont élaboré d'urgence un nouveau plan. Ils ont demandé au propriétaire d'accorder à Ethan et Heather un délai supplémentaire pour payer leur loyer, mais à une condition: ils devaient tous deux signer un accord par lequel ils s'engageaient à rembourser cette dette en tout état de cause. Cette ruse a fonctionné. Dès que le propriétaire a remis ce contrat à l'équipe, celle-ci l'a immédiatement envoyé au laboratoire. Le but était simple: comparer l'écriture d'Ethan et Heather avec la signature de Kate sur le chèque de $4000. Le spécialiste a affirmé avec une certitude absolue que la signature sur le chèque avait été apposée par la même personne que celle qui avait signé le contrat avec Heather. Cela signifie que c'est Heather qui a imité la signature de Kate. Mais l'équipe est bien consciente que la police paresseuse ne veut toujours pas l'écouter. Il fallait trouver autre chose et ils ont élaboré un nouveau plan. Ils ont convaincu le propriétaire de jouer le jeu et de dire à Ethan que l'appartement devait être traité contre les insectes. Le chef de l'équipe a revêtu une combinaison d'exterminateur et s'est rendu dans l'appartement avec le propriétaire. Au préalable, les détectives ont attendu qu'Ethan quitte l'appartement. Constatant que sa voiture s'est éloignée de la maison, James et le propriétaire entrent à l'intérieur. Une mauvaise surprise les attend: Ethan était chez lui. Il s'est avéré qu'Heather conduisait sa voiture, mais il était trop tard pour annuler toute l'opération, et James a dû modifier son plan au fur et à mesure. Il continue de s'en tenir à la légende de la nécessité d'une désinfestation et demande à Ethan d'attendre à l'extérieur de l'appartement pendant que les produits chimiques dangereux sont pulvérisés. Ethan, qui ne se doute de rien, accepte et sort. Au même moment, James commence à fouiller minutieusement l'appartement à la recherche de preuves qui pourraient relier Ethan à la disparition de Kate. James remarque le sac à dos d'Ethan et en examine le contenu. Il y trouve son premier indice de l'argent chinois. On se souvient que les mêmes billets se trouvaient sur le lit de Kate. Hélas, il n'a pas eu de chance. James n'a pas trouvé d'autres indices potentiels. Le propriétaire et lui ont fait semblant de s'occuper de la procédure et sont partis. L'équipe a de nouveau besoin d'un plan. En étudiant les images des caméras devant l'appartement d'Ethan, ils ont remarqué qu'un homme venait très souvent. Il s'agissait d'un voisin du couple, Terry Williams. Les inspecteurs ont supposé qu'il pourrait être au courant de l'implication d'Ethan et d'Heather dans la disparition de Kate. L'équipe a donc pris un risque. Ils ont décidé d'offrir à Williams une somme d'argent impressionnante s'il acceptait de dire à la police ce que ses amis avaient fait à Kate. Ils ont pris le sac d'argent et se sont rendus à l'appartement de Williams avec cette offre, mais là, les détectives ont eu droit à un rebondissement plutôt inattendu. Au moment où ils ont frappé à la porte de Williams et lui ont parlé de leur offre, Heather était chez lui et a tout entendu. Apparemment, elle trompait Ethan avec Williams. Après avoir entendu les inspecteurs parler à son amant, Heather a paniqué.
Elle a appelé Ethan et lui a raconté de façon hystérique ce qui s'était passé. L'équipe ne s'attendait pas à ce scénario et, au cours des jours suivants, elle a essayé de déterminer ce qu'il fallait faire, mais une autre surprise s'est produite. Williams les a appelés et les a invités chez lui pour une discussion. Les inspecteurs sont arrivés à son appartement et Williams a pris la parole. Il a déclaré qu'Ethan et Heather ne lui avaient rien dit directement, mais qu'il soupçonnait le couple d'avoir fait quelque chose de mal à Kate. Il prend alors un iPod sur l'étagère et révèle qu'Heather le lui avait donné quelques jours après la disparition de Kate et que Williams avait supposé que le lecteur lui appartenait. L'équipe a examiné l'iPod et, grâce au numéro de série, a pu déterminer qu'il appartenait bien à Kate. Cette série d'indices était déjà suffisante pour que la police de Charleston soit à nouveau sollicitée et, cette fois, les policiers locaux ne pouvaient plus se dérober. Après avoir examiné tout ce que l'équipe avait réussi à déterrer, ils ont finalement arrêté Ethan et Heather. Lors du premier interrogatoire, Heather a accepté de coopérer à l'enquête à condition que la police l'aide à obtenir une peine minimale. Elle déclare que le corps de Kate se trouve sur l'île de Wadmalaw, à une quinzaine de kilomètres de chez elle. La police a engagé une équipe de recherche et a passé la zone au peigne fin toute la journée, mais le corps de Kate n'y était pas. Il est vite apparu qu'Heather les avait simplement trompés. Andy Savage décide alors de recourir à une autre ruse. Il se rend compte que Heather est très probablement directement liée au meurtre de Kate, mais il la rencontre et lui promet de l'aider. Andy lui a proposé un marché. Il ferait tout ce qu'il faut pour la libérer des accusations de falsification de chèques, et elle lui donnerait l'emplacement exact du corps de Kate. Heather est convaincue que c'est sa seule chance, et elle accepte. Elle affirme que le corps de Kate se trouve toujours à la périphérie de l'île de Wadmalaw, plus précisément près de Polly Point Road. La femme a également décrit l'endroit précis. L'équipe de détectives a décidé de se rendre sur place sans la police et a été déçue. Ils n'ont pas trouvé Kate, mais ils sont revenus le lendemain et c'est finalement arrivé, les restes de la femme ont été retrouvés. Les médecins légistes n'ont pas été en mesure de déterminer la cause du décès, mais les auteurs eux-mêmes ont bientôt commencé à parler. En août 2009, Heather a avoué le meurtre, l'obstruction à la justice et la fraude aux chèques bancaires. La police a découvert que cette femme était une arnaqueuse depuis des années et que, dans ce train en provenance de Washington, elle avait choisi Kate comme prochaine victime. Elle a ensuite rencontré Ethan et a commencé à sortir avec lui. Quant à Ethan, il n'était pas pressé de plaider coupable et un procès s'est ouvert en octobre 2010. Sur la base du témoignage d'Heather, l'accusation a reconstitué la chronologie des événements. Selon leur version, le jour de sa disparition, Kate a appris que Heather l'avait trompé et avait également volé ses cartes de crédit. Kate a menacé d'en parler à son père, qui ferait probablement intervenir la police. Heather en a parlé à Ethan, qui s'est rangé de son côté malgré sa longue amitié avec Kate. Selon l'enquête, Kate a dîné ce soir-là non seulement avec Ethan, mais aussi avec Heather. Apparemment, le couple essayait de négocier avec Kate pour éviter que l'histoire de tromperie ne prenne de l'ampleur. Au restaurant, Heather a peut-être promis à Kate de lui rendre les cartes de crédit et l'argent qui se trouvaient dans l'appartement d'Ethan. Lorsque tous les trois sont arrivés, Heather et Ethan auraient pu attendre leur heure et l'attaquer. Le tribunal a mis en doute la version de Heather et l'a finalement condamné à 39 ans de prison. Ethan, quant à lui, a eu un peu plus de chance. Il a été condamné à 25 ans. Cette différence s'explique par le fait qu'Heather était également accusé de fraude. Qu'est-ce que cela donne en fin de compte ? À cause des actions d'un fraudeur, des événements se sont déroulés qui pourraient donner lieu à des films policiers. D'un côté, nous avons Kate, qui a subi un grave traumatisme dans son enfance, affectée par l'alcool et d'autres substances. Elle a trouvé la force de changer sa vie pour le meilleur et a surmonté sa dépression. D'autre part, nous sommes confrontés à une triste réalité. Sa vie entière a été interrompue à cause d'une combinaison de trahison et d'appât du gain. Ethan Mack était son ami intime depuis des années et, pour le bien de son nouvel amant, il a participé à son assassinat. Il y a aussi la police, qui n'a pas fait une enquête de qualité. Après avoir appris que la femme avait des antécédents de problèmes avec des substances illégales, ils ont mis l'affaire en veilleuse. C'est là que des personnes possédant des compétences utiles et désireuses d'obtenir justice sont venues à la rescousse. Un groupe d'indépendants a fait plus que l'ensemble des services de police, et c'est grâce à eux que les assassins ont été envoyés en prison et que la famille de Kate a été déchargée du lourd fardeau de l'ignorance. Il convient de préciser que toutes leurs méthodes ne sont pas légales, mais ils ont réussi à découvrir la vérité. Qu'en pensez-vous ? Ces violations légères sont-elles justifiées ? Est-il possible de recourir à la surveillance et aux recherches frauduleuses pour prouver l'implication d'une personne dans un meurtre ? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé.